Cher Amin Maalouf, avec vous, grâce à vous, le 14 juin dernier, l'Académie française, en vous accueillant parmi ses immortels, ouvrait pour la première fois ses portes au Liban. Votre réception sous la coupole a été, par la chaleur des applaudissements, et vous avez senti ici aussi la chaleur des applaudissements, par le bonheur qui se lisait dans les regards, un moment tout à fait exceptionnel. Et pourtant, rien encore, d'après ce que j'ai compris, à côté de l'enthousiasme, de la fierté de votre terre natale, du Liban, donc, où une médaille était gravée à votre effigie à cette occasion. Alors, vous nous direz tout à l'heure comment vous avez vécu ces instants qui couronnent l'humaniste que vous êtes, un humaniste qui est né, qui a grandi au confluent de plusieurs cultures, de plusieurs langues, de plusieurs religions, et dont le combat permanent, nous le savons tous ici, est l'entente entre les peuples. Vous le rappeliez encore lors de votre discours de réception à l'Académie, votre raison de vivre, votre raison d'écrire, et je vais vous citer, est de contribuer à démolir ce mur de détestation qui s'élève en Méditerranée entre les univers culturels dont vous vous réclamez. Votre raison d'écrire, c'est évidemment elle qui nous réunit tous aujourd'hui. La poésie, la lumière de vos romans, votre infini talent de conteur, mais aussi vos analyses fines dans tous vos essais, vous ont apporté un nombre de reconnaissances littéraires assez incroyables, tant en France qu'à l'international. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais évidemment, je vais rappeler le prix Goncourt que vous avez eu pour Le Rocher de Tagnos, le prix Prince des Asturies pour l'ensemble de votre œuvre en Espagne, un prix très important aussi pour un livre capital, le prix européen de l'essai pour les identités meurtrières. Et puis nous sommes à Nancy, alors évidemment, je vais rappeler le prix Livre et Droits de l'Homme que vous avez eu en septembre 2009 pendant le Livre sur la place, sous la présidence d'honneur de Robert Badinter pour le dérèglement du monde. On en arrive maintenant à votre actualité. Votre actualité littéraire, c'est elle dont nous allons parler une grande partie de cette rencontre. Elle vous a permis de venir en septembre dernier déjà au Livre sur la place, puisque quelques jours avant, vous veniez de publier un roman magistral. Si vous ne l'avez pas encore lu, il faut impérativement le lire, Les Désorientés, paru aux éditions Grasset. Alors, Les Désorientés, en quelques mots, puisque nous allons les évoquer longuement, ça a d'abord été une bande de copains inséparables dans les années 70, dans un pays que vous ne citez pas, mais qui ressemble fortement au Liban. Des inséparables qui s'étaient baptisés les Byzantins et qui rêvaient d'un monde meilleur et qui ont été séparés par ce que vous appelez les événements, la guerre civile. 30 ans après, en 2001, Adam, votre héros, en tout cas votre narrateur, revient sur sa terre natale à l'occasion de l'enterrement d'un ancien ami, ancien entre guillemets, et nous verrons pourquoi. Et à cette occasion, il décide de tenter de réunir ses complices d'autrefois. Et à travers les destins de tous ces anciens copains éparpillés dans le monde, vous allez, Amin, nous faire vivre un grand moment d'histoire. Alors, en fait, la question que je me pose, c'est, vous parlez très très peu de vous. En général, il n'y a presque rien d'Amin Maalouf dans ses livres, du moins de visible. Et là, j'ai l'impression que votre raison d'écrire, la première, a été de retrouver, de revivre vos années de jeunesse universitaire dans un monde qui me semble pour vous un peu un paradis perdu aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'était ça le but premier de ces Désorientés? D'abord, merci de me recevoir ici, merci de votre accueil. C'est toujours avec joie que je viens à Nancy.
Et c'est un lieu merveilleux pour parler de littérature, un vrai écrin. C'est vrai que je parle peu de moi-même directement, mais je crois qu'il y a un moment dans la vie, quand les cheveux blanchissent, on a envie de se souvenir de sa jeunesse et d'évoquer des moments qui ont été importants. Il y a évidemment une nostalgie qui s'attache aux années de jeunesse, et je pense qu'elle est double quand on vient d'un pays qui a connu les tragédies que le Liban a connues. Donc il y a une nostalgie par rapport à sa propre jeunesse, une nostalgie par rapport au pays que l'on a connu et qui n'est plus exactement le même, ou en tout cas le pays dont on s'est éloigné. Et il y a aussi une autre nostalgie que j'appelle la nostalgie par rapport au futur. C'est un peu contradictoire, mais quand on est jeune, on rêve d'un certain futur, d'un avenir pour son propre pays, pour la région, pour le monde. Et je dois avouer que j'ai une nostalgie par rapport à l'avenir que j'avais imaginé. Parce que le monde d'aujourd'hui ne ressemble pas à celui que j'avais imaginé. Par certains côtés, il est meilleur. Je n'imaginais pas toutes les découvertes, toutes les avancées, tous les instruments que nous avons entre les mains qui nous ont changé la vie, et je vis cela avec enthousiasme. En même temps, il y a des aspects du monde d'aujourd'hui qui me déplaisent, que j'aurais voulu ne pas connaître. Alors, on va en parler, bien sûr. Vos années universitaires à Beyrouth étaient dans quel domaine? Vous étudiez quoi? J'ai étudié les sciences économiques et la sociologie. Alors, j'imagine qu'arriver au siège de Claude Lévi-Strauss à l'Académie française, ça a dû être important pour vous. Quand j'ai commencé mes études universitaires, ma première année de sociologie à l'École supérieure des lettres de Beyrouth, j'avais des professeurs qui étaient passionnés par l'œuvre de Lévi-Strauss. Vous imaginez la joie que j'ai eue, non pas d'entrer à l'Académie et d'être élu au fauteuil de Claude Lévi-Strauss, mais bien avant, 25 ans plus tôt, lorsque j'ai reçu un prix, un des nombreux prix que décerne l'Académie, pour mon premier roman, Léon l'Africain, et que la séance était présidée par Claude Lévi-Strauss, qui lisait la liste des lauréats, les titres des livres, et qui disait une phrase sur chaque livre qui a été primé. Et la joie qui était la mienne, simplement de voir Lévi-Strauss prononcer mon nom et le titre de mon livre, c'était une joie immense. C'était une première étape seulement, en fait. Et bien entendu, je n'imaginais pas un instant autre chose sous cette coupole-là. Alors, votre narrateur s'appelle Adam, un prénom qui est évidemment tout un symbole. On a un peu l'impression qu'il aurait pu s'appeler Amine aussi. En tout cas, qu'il y a beaucoup de vous dans ce personnage. Et vous ouvrez votre livre sur cette phrase qui, je crois, résume ce que vous nous avez déjà un petit peu annoncé. Je porte dans mon prénom l'humanité naissante, mais j'appartiens à une humanité qui s'éteint. C'est dur pour un début de livre. C'est vrai que le prénom Adam est un prénom qui pourquoi l'avez-vous choisi? Pour plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est que c'est un prénom écuménique. J'aime bien les prénoms qui ne trahissent pas une appartenance particulière, notamment une appartenance religieuse particulière. Et je trouve que Adam est un prénom qui peut être porté par un Polonais, un Indonésien, un Français, un Libanais, n'importe qui peut porter le prénom. Et évidemment, puisque c'est le prénom, le nom du premier homme, en tout cas nous avons pris l'habitude de l'appeler ainsi. Et justement, mon Adam, le personnage de ce roman, qui est professeur d'histoire, qui est spécialiste d'histoire romaine,
a toujours été frappé par le fait que le dernier empereur romain s'appelait Romulus, comme le fondateur de la ville, que le dernier empereur byzantin s'appelait Constantin, comme le fondateur de Constantinople, et il se demande si lui, qui porte le prénom du premier homme, il ne serait pas un peu le dernier, non pas le dernier homme, mais le dernier de sa lignée, le dernier d'une certaine civilisation qu'il appelle la civilisation levantine. Et je vous avoue que j'ai un peu parfois le sentiment d'assister à l'extinction d'un monde que j'ai connu, qui me semble avoir une raison d'être aujourd'hui, qui est le monde de ce chapelet de villes levantines où il y avait une qualité de coexistence entre des gens qui appartiennent à toutes les communautés religieuses, à toutes les cultures, et la disparition de cette qualité de coexistence, je pense que c'est un drame pour le monde entier. Les amis que vous décrivez, donc cette bande d'amis d'université que vous décrivez, ont-ils réellement existé? Et est-ce que surtout cette coexistence justement entre les communautés qu'ils représentaient, les religions qui n'étaient pas les mêmes, existait vraiment? Elle vous a vraiment entouré? Moi, j'ai grandi dans un quartier où il y avait véritablement des relations privilégiées entre des gens appartenant à toutes les communautés. Ce n'était pas le cas absolument partout dans le pays, mais dans l'environnement qui était le mien dans ma jeunesse, c'était le cas. Et effectivement, à l'université, mes amis appartenaient à toutes les communautés. Les personnages du livre ne sont pas simplement mes amis avec des prénoms différents. Je pense que aucun des personnages n'est simplement le reflet d'un personnage que j'ai connu. Je dirais que l'univers de ma jeunesse, l'univers de mes années d'université est ce qui m'a inspiré pour écrire ce livre. Mais en fait, c'est un roman. C'est-à-dire, l'inspiration est un peu autobiographique, mais la réalisation est en réalité imaginaire. Oui, un roman qui permet de faire mieux comprendre l'histoire que beaucoup d'essais, en fait. C'est peut-être le genre littéraire le plus fort pour que le public le plus large possible apprenne. Je pense que le roman permet de transmettre l'histoire d'une manière que parfois on ne peut pas transmettre à travers des livres d'histoire. Avec plus de liberté. Je ne connais pas un livre d'histoire qui puisse aujourd'hui nous faire découvrir ce qu'a été la campagne de Bonaparte en Russie, de Napoléon en Russie, autant que Guerre et paix, par exemple, de Tolstoï. Je crois que si on a envie de revivre ce moment et l'importance de ce moment dans la vie du monde, c'est à travers Tolstoï. Probablement qu'il y a eu, il y a 150 ans ou 200 ans, des livres qui disaient plus justement ce qui s'est passé. Et il y en aura d'autres aujourd'hui avec les documents que nous connaissons. Mais sur la durée, rien ne peut remplacer en réalité l'imaginaire. Bon, donc nous avons, je dirais, pour le roman, des maîtres qui nous ont appris que l'histoire était une grande conquête de la littérature. À travers le roman, mais pas uniquement. Je pense que Shakespeare, une bonne partie de ses pièces sont des pièces historiques, et nous connaissons
nous connaissons en réalité l'histoire de Jules César, de l'assassinat de Jules César, beaucoup plus à travers la pièce de Shakespeare qu'à travers les livres d'histoire. C'est cela que nous retenons, c'est Brutus et les dernières paroles, c'est Shakespeare en fait. Mais pour nous, ça se confond avec l'histoire. Je souhaite aux désorientés la même carrière que Gay Ripé. Vous savez, les grands auxquels nous nous référons, il ne faut pas se comparer à eux, sinon on ne ferait rien, on serait complètement paralysé. Mais c'est important d'avoir des géants qui soient les modèles. Et je pense qu'il y en a beaucoup en littérature, pas seulement d'ailleurs pour des périodes anciennes. Pour moi, Stefan Zweig, avec Le Monde d'hier, est aussi un guide pour celui qui veut décrire un certain moment de l'histoire et une certaine, vous parliez de nostalgie, une certaine nostalgie par rapport à un monde qui est en train de nous filer entre les doigts. Alors, donc, je le disais tout à l'heure, Adam est parti a quitté sa terre natale curieusement la même année que vous, ce qui ne doit pas être tout à fait un hasard. Et il revient 30 ans après, puisque un de ses anciens amis est en train de mourir, souhaite le revoir. Ils ont été séparés tous les deux. Cet ami s'appelle Mourad. C'est chez Mourad que tous les complices, les Byzantins, se réunissaient. Mourad est resté par fidélité à sa terre. Adam est parti. Mourad ne pardonne pas à Adam d'être parti. Adam ne pardonne pas à Mourad de s'être compromis en restant pour garder une maison et d'avoir pactisé avec l'occupant, avec l'envahisseur. Parlez-nous un petit peu de tous les personnages qui entourent Mourad et Adam. Et puis, surtout, pourquoi ne citez-vous pas le Liban? Pourquoi est-ce que ça aurait pu se passer ailleurs? Ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre. Je vais commencer par la fin. Si je ne parle pas du Liban, c'est pour une raison assez précise. J'ai eu le sentiment que si je mentionnais le pays, en parlant de dates comme celles que vous avez mentionnées, le 76, etc., je serais contraint de me référer aux événements de la guerre du Liban, ce que je ne voulais absolument pas faire. Pour moi, l'essentiel était ce groupe d'amis, des amis dans un pays en guerre, et en ne mentionnant pas nommément le Liban, je me libérais de l'obligation de parler des événements précis de cette guerre. Et effectivement, je n'en parle pas. On sait que c'est un pays en guerre, mais l'important, ce sont les personnages, la trajectoire des personnages. Adam et Mourad étaient effectivement extrêmement proches. Et ce qui les sépare, c'est un dilemme auquel chacun a répondu d'une manière différente. Mourad a décidé de rester au pays au début de la guerre. Adam a décidé de partir. En partant, Adam a, d'une certaine manière, trahi sa maison, sa terre, alors que Mourad est resté fidèle. En même temps, en restant au pays, il a pris le risque de se compromettre, parce que pour protéger sa maison, il a dû faire des arrangements qui l'ont conduit sur une pente dangereuse et il se retrouvait avec les mains sales. Et celui qui a voulu rester fidèle, qui est resté fidèle à sa maison, a trahi ses principes, et celui qui a voulu préserver ses principes a trahi sa maison en réalité. Et c'est un dilemme qui à mon avis, s'oppose à toute personne qui doit prendre une décision similaire. À chaque fidélité s'attache une trahison, à chaque trahison s'attache une fidélité.
Oui, et la femme de Mourad reproche d'ailleurs à Adam, enfin lui dit carrément, il a bien fallu qu'il y en ait qui restent pour que tu puisses revenir. Et elle lui fait ce reproche aussi, un ami te déçoit et il cesse d'être ton ami, un pays te déçoit et il cesse d'être ton pays. Elle est très dure avec lui, mais de son point de vue, elle a raison. Elle lui dit, bon, tu as peut-être individuellement eu raison de t'éloigner, mais si tout le monde avait suivi la même voie, il n'y aurait plus personne. Et c'est une réalité. C'est-à-dire même dans un pays en guerre, il y a des gens qui sont les mauvais garçons, qui font des choses inacceptables. Est-ce qu'on peut les condamner complètement? Est-ce qu'on ne peut pas admettre l'idée qu'à un certain moment, il faut avoir tous ces voyous qui sont là, qui participent à des événements sanglants parce qu'il fallait bien préserver quelque chose? Peut-être. Je pense qu'on ne résout pas le dilemme. Chacun choisit en fonction de ce qu'il est, en fonction de sa sensibilité, en fonction de son âge. Moi, quand la guerre au Liban a commencé, j'avais 26 ans, j'avais une famille et j'ai décidé de partir parce que je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans un pays en guerre et qu'ils soient tentés de prendre les armes. Si j'avais 15 ou 16 ans, j'aurais peut-être réagi autrement. Oui, justement, tout à l'heure, vous étiez à Notre-Dame-Saint-Sigisbert, puisque vous êtes le parrain des secondes humanistes, la promotion 2012-2013 des secondes humanistes, et vous leur racontiez comment la guerre du Liban a commencé devant chez vous, et comment, petit à petit, vous avez pris la décision de partir, vous qui ne pensiez pas partir. Vous savez, il y a même un événement très précis. La guerre a commencé le 13 avril 1975 sous ma fenêtre et le quartier où nous habitions, ma femme et notre fils aîné, parce que les autres n'étaient pas encore nés, et moi, ce quartier a été bombardé dès le premier soir. Et ce soir-là, nous sommes descendus. Nous n'avions pas du tout l'habitude de ce genre d'événement. C'était le début. Et après, les gens se sont habitués. Ce soir-là, nous sommes descendus avec les autres habitants de l'immeuble au rez-de-chaussée qui servait d'abri en quelque sorte. Et à un moment donné, pendant la soirée, les gens étaient évidemment très tendus. Il y avait toutes sortes de rumeurs. À un moment, quelqu'un dit: on vient nous massacrer. Il avait entendu, ou il avait cru entendre que des gens d'un autre quartier venaient pour massacrer les habitants de ce quartier. Heureusement, rien de cela ne s'est produit. Mais à cet instant-là, je me suis dit que quand ce genre de rumeur se répand, si quelqu'un arrive en vous distribuant des armes, on prend les armes. Si on vous dit que vous allez être massacré. Et après ça, il est possible qu'on voit quelqu'un et qu'on lui tire dessus parce qu'on a peur que ce soit quelqu'un qui vient vous égorger. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est placé dans certaines situations, on ne sait pas comment on peut glisser vers des comportements criminels. C'est pourquoi je dis toujours, moi j'ai eu la chance de partir tôt et de garder les mains propres, mais je ne m'en vante pas, parce que dans une autre situation, si j'aurais pu me retrouver avec du sang sur les mains. C'est toujours difficile dans des situations de guerre, notamment de guerre civile, de s'en tirer complètement intact. Vous étiez journaliste à ce moment-là. Pour vous, l'écriture, jusqu'à votre arrivée en France, c'était le journalisme, journaliste dans un journal arabe, spécialiste de relations internationales. Et vous n'avez pas eu envie de rester pour couvrir les événements ?
Françoise, je n'ai jamais écrit, tant que j'étais au Liban, une phrase sur cette situation au Liban. Il y avait chez moi une sorte de je ne dirais pas de pudeur, mais quelque chose me retenait. J'écrivais sur le Vietnam, sur l'Indonésie, sur l'Éthiopie. Je parcourais le monde et jamais, tant que j'étais au Liban, jamais je n'ai écrit une ligne sur la situation au Liban. J'ai commencé à écrire des choses sur le Liban de l'extérieur. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai cherché du travail, j'ai travaillé comme journaliste. Évidemment, les gens m'ont demandé d'écrire sur le Liban, donc il fallait bien que je le fasse. Mais à partir du Liban, je ne voulais pas me comporter comme un correspondant dans mon propre pays. Je sentais qu'il y avait quelque chose de faux. Je me sentais trop proche de tout ce qui arrivait dans le pays pour pouvoir... Avoir du recul? Oui, je ne voulais pas en parler. Je n'ai jamais écrit une ligne sur les événements du Liban tant que j'étais au Liban. Et la France, c'était une évidence? D'abord, moi, je ne voulais pas du tout émigrer. C'est une chose qui ne m'avait pas du tout traversé l'esprit. Beaucoup de mes amis avaient fait leurs études à l'étranger. Moi, j'ai fait mes études au Liban. Et dans mon esprit, j'allais passer ma vie entière au Liban. Il a fallu qu'il y ait la guerre et que la vie soit complètement perturbée, que je n'arrive plus à travailler. Et donc, un jour, je me suis dit, il faut que je m'en aille. Et j'avais 2 destinations dans ma tête. C'était Paris et Montréal. J'ai pris le bateau, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas arriver jusqu'à l'aéroport. J'ai pris le bateau, je suis allé à l'île de Chypre et je suis allé voir l'ambassade de France et l'ambassade du Canada. Et j'ai demandé un visa. Et le visa français est arrivé tout de suite. Et donc j'ai immédiatement pris l'avion pour Paris. Et la décision s'est faite comme ça. On a eu beaucoup de chance. Pas sûr que ça soit encore la même chose aujourd'hui. Oui, les visas sont un peu plus compliqués aujourd'hui. Et j'ai l'impression que vous vous servez des désorientés, en fait, pour répondre aux questions que l'on vous pose peut-être ou que vous vous posez aussi sur l'exil, sur le fait de partir de son pays. Parce que à plusieurs endroits, vous parlez évidemment, enfin, vous faites parler Adam de ça. Et par exemple, je vous cite, « Quitter son pays est dans l'ordre des choses. Quelquefois, les événements l'imposent. Sinon, il faut s'inventer un prétexte. Je suis né sur une planète, pas dans un pays. Si, bien sûr, je suis né aussi dans un pays, dans une ville, dans une communauté, dans une famille, dans une maternité, dans un lit. Mais la seule chose importante pour moi, comme pour tous les humains, c'est d'être venu au monde. Au monde. Naître, c'est venir au monde, pas dans tel ou tel pays, pas dans telle ou telle maison. » Amin Maalouf, citoyen du monde. Je dois avouer quand même que cette vision m'est venue plus tard. Avant la guerre au Liban, je n'aurais pas écrit une phrase pareille. C'est plutôt la vision du monde que j'ai aujourd'hui, après avoir quitté un pays, après m'être installé dans un autre pays, que je pose ce regard. Oui, parce qu'alors, par rapport au Liban, et de façon plus dure, vous répondiez à Mourad quand il vous reprochait de partir. Moi, je ne suis allée nulle part, c'est le pays qui est parti. Tout homme a le droit de partir, c'est son pays qui doit le persuader de rester. Ça, j'en suis persuadé. Je pense que la fameuse phrase de John Kennedy qui dit « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays », je pense que c'est une phrase que l'on comprend dans la bouche
d'un homme qui a été élu à 43 ans président des États-Unis, mais le pays a des devoirs envers ses citoyens. Quand ils sont victimes de discrimination, c'est normal qu'ils veuillent partir. Quand on ne leur offre pas d'avenir, quand ils voient l'avenir complètement bouché, c'est normal qu'ils veuillent partir. Et donc, je pense qu'un pays, et les dirigeants, évidemment, d'un pays, ont des devoirs envers les citoyens. Ce sont eux qui doivent d'abord les persuader de rester. Vous n'avez jamais regretté d'être parti et vous ne vous l'êtes jamais reproché? Non, je n'ai jamais regretté d'être parti, je n'ai jamais regretté d'être venu en France. Tant mieux. Alors, on revient un petit peu sur le roman et sur Adam. Au fait, Adam écrit un carnet de bord. Et dès qu'il pense à quelque chose, il le note. Et vous avez une drôle de phrase, vous dites que le fait d'écrire comme ça, cela représentait pour lui à la fois un privilège et une infirmité. En quoi c'est une infirmité d'écrire ces réflexions? Qu'est-ce qu'il dit exactement? Ah, il dit exactement ça. J'ai noté parce que comme le livre est épais, il dit « Certaines personnes ne réfléchissent qu'en écrivant ». Ah oui, oui. C'était le cas d'Adam, ce qui représentait pour lui à la fois un privilège et une infirmité. Non, l'infirmité, je confirme. Non, oui. L'infirmité, ce n'est pas d'écrire. L'infirmité, c'est de ne pas pouvoir réfléchir sans avoir un crayon à la main. Voilà. De ne pas pouvoir, et c'est vrai de moi aussi, comme beaucoup de choses que dit Adam sont assez vraies de moi, quand je suis assis dans un fauteuil et que je réfléchis, je sens qu'il me manque quelque chose pour élaborer ma réflexion. Ça reste extrêmement vague, extrêmement imprécis et sans consistance. Quand je veux vraiment préciser ce que je pense, j'ai besoin de me pencher au-dessus d'un bloc-notes ou avec un crayon à la main. Je commence à écrire et peu à peu, la formulation vient, les idées se précisent. Tant que je n'ai pas écrit, les idées restent inconsistantes, inexistantes en réalité. Et c'est pour cela que je parle d'infirmité. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent développer toute une théorie comme ça dans leur tête. Moi, j'ai besoin de passer par l'écrit, par la relation au papier. Oui, il y a pire comme infirmité quand même. Alors, votre livre va durer 16 jours, plutôt le carnet de bord d'Adam va durer 16 jours, au cours desquels il va renouer les fils qui l'ont séparé de ses amis. Et il y a des destins tout à fait incroyables, je pense en particulier à Albert. Albert est un des amis qui s'intéresse le moins aux événements qui l'entourent, à la politique. Et donc, à partir du début de la guerre, il est complètement perdu. Il n'a pas du tout envie de savoir ce qui se passe. Il s'enferme dans son appartement. Et à un moment donné, il est tellement désespéré qu'il décide de se tuer. En fait, Là, c'est un personnage de roman. Il voudrait échapper à la réalité. Et puis, il est bien dans son petit cocon. Il a son appartement, il aime les boîtes à musique, il en achète, il les répare, il aime bien sa bibliothèque, il a tous des rayons de livres de science-fiction, il aime beaucoup son appartement, et le monde extérieur, il en a peur, et il décide de se tuer. Alors il écrit des faire-part à ses amis pour leur annoncer qu'il a mis fin à ses jours. Il va, il dépose les lettres et au retour, il se fait enlever par des gens qui menacent de le tuer. C'est remarquable comme chapitre et comme histoire. Et surtout qu'il y a un prolongement, en fait. Alors, est-ce que vous acceptez de le dire ou est-ce qu'il faut le découvrir seulement dans le livre ?
je pourrais le raconter, mais je pense que... Il faut laisser les lecteurs progresser tout seuls. Oui, parce qu'il ne faut pas anticiper jusqu'à autant. Mais oui, il y a effectivement un prolongement. Et puis, il y a ces deux amis, les deux Ramsey, dont l'un devient un grand chef d'entreprise, milliardaire, et l'autre devient moine. En fait, les deux ont construit ensemble cette grande entreprise de travaux publics. Et les femmes les ont séparés. Et puis l'un des deux a eu des doutes. Il se demandait à quoi bon? Pourquoi est-ce que je vais passer ma vie à construire des palais, des prisons, des bases militaires? Et il s'interroge de plus en plus. Et un jour, il décide de tout quitter. Il trouve un monastère dans la montagne qui est un peu délabré. Il décide de le restaurer à ses frais. Et puis, de fil en aiguille, il s'installe sur place pour surveiller les travaux. Puis, il s'installe pour de bon. Et il reste au monastère. Et il change de nom. Et quand Adam va au pays, il va le voir dans son monastère. Alors, tous les personnages autour d'Adam sont aussi remarquables les uns des autres et évidemment très, très différents. Naïm, qui est juif, part au Brésil. Ils ont tous un parcours qui les sépare totalement. On ne dira pas, bien sûr, s'ils se retrouvent. Je voudrais lire un passage de votre livre qui me paraît, en fait... pas résumé, mais où on retrouve finalement tous les thèmes qui vous sont chers, l'identité, l'exil, le monde perdu, et cette régression que vous constatez aujourd'hui. Nous nous retrouvions presque toujours à l'initiative de Mourad, d'ordinaire chez lui, au village, sur la terrasse de sa vieille maison. De ce lieu suspendu entre le littoral et la haute montagne, nous allions assister à la fin du monde. Du monde, de notre monde en tout cas, de notre pays tel que nous l'avions connu, et j'ose dire de notre civilisation, la civilisation levantine. Une expression qui fait sourire les ignorants et grincer les dents aux tenants des barbaries triomphantes, aux adeptes des tribus arrogantes qui s'affrontent au nom du Dieu unique et qui ne connaissent pas de pire adversaire que nos identités subtiles. Mes amis appartenaient à toutes les confessions et chacun se faisait un devoir, une coquetterie, de railler la sienne, puis gentiment celle des autres. Nous étions l'ébauche de l'avenir, mais l'avenir sera resté à l'état d'ébauche. Chacun de nous allait se laisser reconduire, sous bonne garde, dans l'enclos de sa foi obligée. Nous nous proclamions voltairiens, camusiens, sartriens, nietzschéens ou surréalistes. Nous sommes redevenus chrétiens, musulmans ou juifs, suivant des dénominations précises, un martyrologe abondant et les pieuses détestations qui vont avec. Nous étions jeunes, c'était l'aube de notre vie et c'était déjà le crépuscule. Je trouve que c'est un passage particulièrement magnifique de votre livre et qui résume tout, ce passage des idées, Voltaire, Camus, le siècle des Lumières à l'obscurantisme d'une certaine façon. Oui, je pense effectivement qu'il y a une forme de régression aujourd'hui. Pas dans tous les domaines, pas partout de la même manière, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'idées importantes qui auraient dû progresser et qui parfois ne progressent pas ou régressent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de régions au monde qui auraient besoin de passer par un siècle des Lumières. Je pense que ceux qui passent par un siècle des Lumières ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont eue. Je pense que c'est important pour la société. C'est important également pour la religion. Je pense que les religions sortent améliorées d'un siècle des Lumières. C'est ce qui leur permet de jouer leur rôle pleinement dans la société plutôt que de s'opposer à la marche d'une société.
Oui, alors ça me fait reprendre l'expression que je vous ai entendu dire tout à l'heure, qui était que vous considériez que l'Occident était plus religieux que l'Orient. Vous pouvez aller plus loin sur cette explication? Je pense que la religion en Occident, c'est la religion. C'est-à-dire on s'intéresse au contenu de la religion, on s'intéresse éventuellement à la théologie. Très souvent, on parle de l'Orient comme s'il était religieux, alors qu'en fait, ce sont beaucoup plus des appartenances identitaires avec un étendard religieux. Mais ce n'est pas réellement le contenu religieux. Je pense que l'Occident est profondément religieux. Malgré toutes ses apparences, même dans sa laïcité, il est très religieux. Et alors que l'Orient, en apparence, il parle beaucoup de religion, il étale la religion. Ça n'empêche pas la foi, la religion. Ça n'empêche pas la foi, mais ça l'altère beaucoup. Alors, vous êtes chrétien d'Orient, et donc vous vous êtes rendu compte très tôt, je crois, vous aviez 9 ans, que vous apparteniez à une minorité, ce qui vous a profondément révolté, parce que vous avez eu conscience que vous ne seriez jamais, selon vos propres mots, qu'un figurant dans la société. Cette révolte que vous avez eue à 9 ans et ce regard sur les minorités, vous les avez toujours aujourd'hui? Je crois qu'on s'habitue à être minoritaire. Mais c'est un apprentissage. Au début, on grandit dans une maison, on a l'impression que le monde vous appartient. Et puis, on découvre que finalement, parce qu'on est minoritaire, on n'a pas la place qu'on imaginait dans sa société. Et donc, on est un peu révolté. Puis, on découvre que finalement, dans le monde tel qu'il est devenu, tout le monde est minoritaire. Alors, on se réconcilie un peu. On se réconcilie avec cette idée de minorité, parce que c'est un des effets de la globalisation, c'est que tout le monde est devenu minoritaire. Ceux qui pouvaient imaginer qu'ils étaient majoritaires ont des réveils difficiles. Je crois que nous sommes dans un monde où il faut s'habituer à ce que les autres existent. Il faut s'habituer à l'idée qu'il y a toutes sortes de civilisations, toutes sortes de cultures, toutes sortes de traditions, toutes sortes de parcours. Et le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de savoir comment faire vivre ensemble toutes ces minorités en préservant les principes fondamentaux, parce que c'est ça qui est important. Parce que l'important, c'est de bâtir un monde où tous les êtres vivent dans la dignité. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Dans aucune société, on ne peut gérer ces questions à la légère. Je pense que moi, j'ai grandi dans un pays où il y avait toutes sortes de communautés différentes et on se posait tout le temps la question de la manière de les faire vivre ensemble, sans jamais réussir complètement. Et je pense qu'aujourd'hui, cette question se pose partout dans le monde. Partout, on doit se poser la question. On ne peut plus faire l'économie de ce problème. Je pense qu'on doit se poser la question comment faire vivre ensemble des gens différents, comment les faire vivre ensemble sans verser dans le multiculturalisme qui est, à mes yeux, une forme d'apartheid, en intégrant vraiment les gens dans des nations plurielles et dans un monde pluriel, mais une vraie intégration et dans le sens des valeurs fondamentales et c'est compliqué, ce n'est pas simple. C'est ça l'humanisme d'aujourd'hui. C'est ce qui vous faisait dire que votre utopie était que chacun au monde soit minoritaire ou que personne ne le soit, que chacun au monde soit étranger ou que personne ne le soit. Oui, je pense que nous avons besoin tous de nous dire que nous sommes minoritaires et en même temps
que nous avons la responsabilité de l'ensemble. Ce n'est pas seulement des minoritaires qui veulent préserver leur identité de minoritaire, parce que ça c'est la chose la plus commune dans le monde d'aujourd'hui. Tout le monde est en train de se défendre contre les autres, tout le monde est en train d'affirmer avec farouchement C'est ce que vous appelez les identités meurtrières? Absolument, absolument. Nous sommes dans un monde d'identité meurtrière. Et on voit pourquoi, parce que justement, dans ce monde globalisé, tout le monde a le sentiment d'être sous pression, tout le monde a le sentiment d'être menacé. Les petits ont le sentiment d'être... C'est avoir le sentiment ou c'est être menacé? Ce ne sont pas des menaces imaginaires. Je pense qu'il y a effectivement, quand on met deux populations l'une à côté de l'autre, si on ne sait pas organiser leurs relations, il y a un risque réel de conflit, il y a un risque réel que l'un soit écrasé ou marginalisé. Je pense que ce sont des questions qui doivent être prises au sérieux. Et donc, quand dans un pays, dans une ville, il y a des gens qui viennent d'origines différentes, organiser leurs relations ensemble est une question qui est toujours difficile, qui a toujours besoin d'une longue pédagogie. Ce n'est pas une chose qui se décrète une fois pour toutes. Et je pense que c'est un problème grave avec lequel nous devrons vivre pendant les prochaines décennies. Ce n'est pas une question qui va se régler. Et cette question grave est en train de pervertir l'atmosphère intellectuelle et politique dans beaucoup de pays. Regardez tous ces pays d'Europe qui avaient une longue tradition d'ouverture, de tolérance, et qui aujourd'hui se recroquevillent et deviennent extrêmement nerveux, impatients, le Danemark, les Pays-Bas et beaucoup d'autres. Je pense qu'il y a des problèmes réels qu'il faut essayer de résoudre intelligemment, en profondeur, parce qu'ils peuvent pourrir notre vie pour des générations, si on n'arrive pas à les résoudre. Alors, votre vision vient aussi, votre ouverture d'esprit vient aussi certainement du fait que vous soyez à la confluence de plusieurs cultures, de plusieurs langues, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous allons parler un peu des langues, mais je voudrais revenir sur un très beau livre aussi que vous avez écrit sur votre famille, qui est Origine. Dans laquelle vous parlez bien sûr des origines, en particulier de votre grand-père, et vous revenez sur le passé en écrivant « Il y a 100 ans à peine, les chrétiens du Liban se disaient volontiers syriens, les Syriens se cherchaient un roi du côté de la Mecque, les Juifs de Terre Sainte se proclamaient palestiniens, et mon grand-père Boutros se voulait citoyen ottoman. Pas un seul des États de l'actuel Proche-Orient n'existait encore, et le nom même de cette région n'avait pas été encore inventé. » Est-ce que pour vous, c'est source d'optimisme ou de pessimisme? C'est une région extrêmement compliquée. Si elle arrive à entrer dans une ère de paix comme celle qu'a connue l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est le monde entier qui se sentira mieux. Si les choses continuent à s'envenimer, c'est un drame pour le monde entier. Moi, je garde espoir. Je pense que il est toujours possible de trouver une solution où tout le monde puisse vivre en paix, en sécurité. Et même si les dernières décennies ont été des décennies sombres avec des guerres qui se suivent, avec des pays qui implosent, avec beaucoup de violence, et une violence
qui s'est répandue peu à peu dans le monde entier. Alors, on va revenir un petit peu à vous, après la situation internationale, parce que je voudrais que l'on arrive sur l'écriture, bien sûr. Je crois que le côté francophone de votre formation est venu d'un conflit religieux dans votre famille. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. En fait, la famille de mon père était protestante et anglophone. Et ma mère vient plutôt d'une tradition catholique et francophone. Et pour ma mère, si j'avais été à l'école anglaise, c'est comme si j'avais été chez les protestants. Et donc, il a dû y avoir une négociation entre mon père et ma mère bien avant ma naissance, et ma mère a obtenu gain de cause. Moi, je suis allé chez les pères jésuites et mes sœurs chez les sœurs de Besançon, et donc chez les catholiques. Mais ce conflit dans ma famille a toujours existé. Il était très sérieux. J'ai un oncle paternel qui est allé aux États-Unis en 1939, qui était protestant, qui se convertit au catholicisme, et il a envoyé dire à sa mère que tant qu'elle sera protestante, il ne lui parlera pas. Et il est revenu pour la première fois au pays en 1980, donc 41 ans plus tard. Et pendant toute ma jeunesse, il y avait cette histoire qui était quand même le frère aîné de mon père. Cette histoire était une vraie tragédie dans la famille. Cet oncle qui est parti et qui refusait même d'écrire à sa mère à cause de ce... C'est un conflit qui a commencé bien avant. Mon arrière-arrière-grand-père était prêtre catholique, parce que chez nous, les prêtres ne peuvent pas se marier, mais les hommes mariés peuvent être ordonnés prêtres. Donc lui, donc c'est le grand-père de ma grand-mère, était prêtre catholique. Son fils est allé à l'école des pasteurs presbytériens. Et probablement à cause d'un conflit avec son père, il est devenu protestant, pasteur protestant. Donc son père était prêtre catholique, il lui était pasteur protestant. Et donc ça, c'est un conflit qui a commencé en mon arrière-grand-père est né en 1837. Donc ça a commencé quand il avait 1860 à peu près. Donc il y a 150 ans quand même. Et ce conflit entre les deux branches de la famille a continué jusqu'à présent. Notre maison au village était le lieu du culte protestant. Il y avait même une clochette dont je me souviens qui était mise près de la porte parce qu'on sonnait et les familles protestantes du village qui avaient été converties par mon arrière-grand-père venaient pour assister à l'office. Et en 1932, il y a eu, c'était à l'époque du mandat français, il y a eu le seul recensement de population au Liban. Parce qu'à cause des problèmes des communautés, on ne veut pas faire de recensement pour éviter des problèmes. Donc, il y a eu un recensement où on est allé dans tous les villages, dans toutes les maisons pour demander combien de personnes il y avait, à quelle religion. Et quand les gens qui faisaient le recensement, donc le petit comité qui est arrivé au village, il est allé dans la maison de mes grands-parents, il y avait le frère de ma grand-mère, et on lui a demandé qui il y avait dans cette maison. Il a dit, ils sont tous protestants. Donc tout le monde a été inscrit chez les protestants, alors qu'en fait, une partie était catholique.
mais lui, il voulait augmenter le nombre des protestants de la famille. Résultat, jusqu'à présent, bon, mon père est grec-catholique, je suis grec-catholique, mais je suis inscrit sur le registre des protestants. Parce que notre famille est toujours... Bon, c'est trop compliqué, mais c'est pour dire, c'est pour dire que ce conflit a toujours existé dans la famille. Et là, du coup, c'est un vrai conflit religieux. Oui. Ce n'était pas une question d'identité, non. Là, c'était vraiment des questions de dogme, parce qu'il y a mon oncle, le frère de mon père, qui disait pas de salut hors de l'Église catholique. Et donc, si sa mère ne fait pas partie de l'Église catholique, il ne peut pas lui parler, etc. Donc, c'est vraiment une histoire de théologie, ce n'était pas du tout une histoire identitaire. Et au niveau des langues, c'était aussi compliqué. Quelle était la langue que vous parliez? L'arabe chez vous? Oui, à la maison, c'est l'arabe. Et je sais que votre père, qui était un grand journaliste, a publié en anglais, que vous avez un ancêtre qui a traduit Molière en arabe. Et le français dans tout ça? Du côté de ma mère, c'était beaucoup plus le français. Et en fait, ma mère, sa famille était en Égypte. Et en Égypte, je ne sais pas si on le sait aujourd'hui, mais la lingua franca en Égypte, dans toute une partie de la population, était le français. Il y avait, par exemple, à Alexandrie, il y avait des gens qui venaient de partout, il y avait des Italiens, des Allemands, des Maltais, et pour tout le monde, la langue commune était le français. Et c'est assez étonnant. Je vous raconte une petite anecdote. Il y a quelque temps, j'ai vu un petit reportage sur l'Égypte des années 30. Et dans ce reportage, reproduisait un reportage de l'époque, on disait que le nouveau roi d'Égypte, qui était Farouk, en 1936, s'est adressé au peuple pour la première fois en arabe. J'ai dit, c'est étrange. Alors j'ai appelé ma mère. J'ai dit, je viens d'écouter ça. Mais le père du roi Farouk, le roi Fouad, en quelle langue il parlait? Il m'a dit, dans les conseils de ministres, il parlait le turc. Avec sa famille, il parlait l'italien. Et avec tous les visiteurs étrangers, il parlait le français. Ça, c'était l'Égypte des années 30. Et donc, la tradition que ma mère a ramenée avec elle d'Égypte, c'était la tradition francophone. Ses frères avaient fait leurs études chez les pères jésuites en Égypte, et donc, pour elle, il allait de soi que je devais faire mes études chez les pères jésuites. Oui, donc le français était votre langue d'école. Vous dites que l'arabe était pour vous une langue de pleine lumière et le français une langue d'ombre, tapis, comme en embuscade. Est-ce qu'aujourd'hui c'est l'inverse? L'arabe était la langue que je parlais à la maison, que je parlais dans la vie quotidienne. Le français était une langue que je lisais, mais que je ne parlais jamais. D'ailleurs, je n'ai jamais appris un mot d'argot. Le français que j'ai appris, je l'ai appris dans les livres. Dans les livres. Je n'ai jamais eu de pratique de la langue française. Et bon, en arrivant en France, je me suis habitué à parler la langue. Mais vous avez écrit immédiatement en français? En France, vous êtes arrivé en France. Mais avant, je n'écrivais pas en français. Enfin, j'écrivais, je prenais des notes dans mes carnets en français. Mais j'écrivais, professionnellement, j'écrivais en arabe. Quand je travaillais dans le journal où je travaillais, un quotidien, j'écrivais en arabe. Je faisais même un article quotidien pendant une période en arabe. Est-ce que c'est le français, est-ce que c'est l'exil qui a fait de vous un écrivain? Est-ce que ça a été un refuge pour vous d'écrire? Sûrement. Sûrement. Je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie s'il n'y avait pas eu la guerre et le départ. J'ai toujours du mal à dire exil. C'est un mot dans lequel je ne me reconnais pas complètement. Alors, disons le départ. Et si j'étais resté au Liban, je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie, ce que j'aurais écrit. J'aurais probablement écrit, mais peut-être pas les mêmes choses.
Mais j'ai senti, quand j'ai quitté le Liban, je suis arrivé en France, j'étais déjà un peu extérieur à la société libanaise, j'étais un peu extérieur à la société française, et j'ai senti que j'avais besoin d'élire domicile ailleurs, quelque part, dans un autre lieu. Et pour moi, ce lieu était l'écriture. Votre vraie patrie, c'est la littérature, oui, finalement. je me suis complètement installé dans cet univers en me disant, là, dans cet univers-là, personne n'est étranger, alors tout le monde est étranger. Alors, vous dites dans Les Désorientés qu'il y a un double enchantement des livres. Un livre, on peut le lire et on peut en parler. Est-ce que pour vous, il y a aussi un enchantement de l'écriture? Est-ce que c'est un bonheur d'écrire ou est-ce que c'est une souffrance? Les deux. Je pense qu'il y a toujours une certaine souffrance quand on est exigeant. Moi, je suis quelqu'un qui écrit un chapitre et qui le relit une fois, 2 fois, 30 fois, 50 fois. Et chaque mot, je le relis, je le pèse un peu à l'oreille. J'ai besoin de beaucoup de temps pour écrire. Et il y a une certaine souffrance et en même temps, il y a parfois une jubilation. Et il faut accepter les deux. Je pense que quand j'écris une page trop facilement, je m'en méfie. Je me dis, il y a quelque chose qui ne doit pas coller. Et vous dites que la régularité est plus importante que l'inspiration. Vous êtes quelqu'un qui écrit méthodiquement tous les jours, à l'Île-Dieu, dans votre nouveau village, finalement. Il y a un écrivain américain, je crois, qui avait dit une phrase que je trouve très belle, très juste. C'était encore l'époque des machines à écrire. Il a dit, tous les matins, mettez-vous devant votre machine à écrire. Si vous ne savez pas pourquoi, elle le sait. Alors, je sais qu'on a demandé à votre femme ce que vous ne faisiez pas, ce que vous faisiez quand vous n'écriviez pas, et elle a répondu, il écrit. Et d'ailleurs, j'en profite pour la saluer parce que votre femme est ici dans la salle, elle vous a accompagné à Nancy et ça nous fait très plaisir. J'ai découvert en préparant cette rencontre quelque chose que je ne savais pas, c'est que vous écriviez aussi des livrets d'opéra et que vous écriviez un livret sur quelqu'un qui nous est très cher à Nancy, c'est Émilie du Châtelet, puisque Stanislas a joué un grand rôle dans les liens entre Voltaire et Émilie du Châtelet, en tout cas leur a permis de se retrouver. Est-ce que vous écrivez en musique? Non. Non, je ne peux pas écrire en musique. Je pense que j'ai besoin d'une certaine musique intérieure des mots. Et le fait qu'il y ait une autre musique me perturberait. Mais j'aime écrire pour la musique, oui. Et c'est venu comment, les livrets d'opéra? En fait, j'ai reçu un jour une lettre du directeur du festival de Salzbourg, qui était à l'époque Gérard Mortier, me disant qu'il y a une compositrice finlandaise qui veut écrire un opéra sur Geoffrey Rudel, et qui est un troubadour du XIIe siècle, et il me proposait d'écrire le livret. Et j'ai dit oui. Et donc j'ai écrit ce premier livret, et nous sommes très bien entendus, la compositrice et moi, et nous avons décidé aussitôt d'écrire un second. Et donc j'ai écrit Adriana Mater. Et à l'époque, Gérard Mortier était à l'Opéra de Bastille, donc c'est lui qui l'a produit. Puis, il y a eu 2 autres. Un qui était inspiré de Simone Weil, la philosophe. Et j'avais envie de raconter sa vie comme un chemin de croix. Donc ça s'appelle La Passion de Simone, en 15 stations. Parce que dans la tradition catholique, il y a 14 stations, dans la tradition protestante, il y en a 15. Donc j'ai ajouté une pour la partie protestante de ma famille. Et le 4e que j'ai écrit, donc 4e livret, c'est autour d'Émilie du Châtelet. Ça s'intitule simplement Émilie. Ça a été créé à Lyon il y a 2 ans. Et c'est un personnage fascinant.
Ah, fascinant. Fascinant. J'étais heureux de découvrir ce personnage. Et les 16 chapitres des Désorientés, vous avez mis combien de temps à les écrire? L'idée du livre est venue il y a très longtemps, il y a peut-être une quinzaine d'années. Quelques personnages, notamment Adam et Albert, sont apparus dans mes carnets il y a 5-6 ans. Et l'écriture proprement dite de ce roman, je l'ai commencé en 2009. Et donc ça a pris 2 ans et demi. Alors, il faut qu'on arrive à l'Académie française, quand même, dans la dernière partie de cet entretien. Comment avez-vous vécu cette réception? Et puis, ce sont évidemment des renseignements qui nous intéressent. J'imagine qu'il y a le Liban et la France sur votre épée. Sur mon épée, il y a Marianne et le cèdre, en 2 médaillons en vis-à-vis pratiquement. Il y a sur l'épée, sur la lame de l'épée, il y a d'un côté le premier vers d'un poème de mon père, et de l'autre côté, le prénom d'André et des enfants. Et la garde de l'épée, c'est l'enlèvement d'Europe. Alors, pourquoi l'enlèvement d'Europe? Parce que selon la légende, Zeus, déguisé en taureau, est allé sur la côte de Phénicie pour enlever une belle princesse qui allait donner son nom au continent. Et le frère de cette princesse, qui s'appelait Cadmos, est venu à sa recherche apportant avec lui l'alphabet. J'ai trouvé que c'était une belle légende des relations anciennes entre ma terre d'origine et ma terre d'adoption. Et vous dédiez les Désorientés à une grande académicienne, hélas décédée, qui est Jacqueline de Romilly. L'histoire d'amour entre le Liban et la France a un lien avec la Grèce antique? Ah, sûrement. Sûrement. Je pense que la Grèce, aujourd'hui, malheureusement, on ne parle de la Grèce qu'à propos de la crise de l'euro, mais la Grèce a été quand même le trait d'union entre ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient et l'Europe. Et la Grèce fait autant partie de l'un que de l'autre. Beaucoup de grandes figures de la Grèce antique étaient plutôt en Asie, en Anatolie, Zénon d'Élée et beaucoup d'autres. Les choses se mélangent quand on revient à l'histoire ancienne. On n'avait pas les mêmes clivages, les mêmes séparations qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que Jacqueline de Romilly m'a appris beaucoup de choses sur la Grèce antique, par ce qu'elle a écrit et par ce qu'elle me disait aussi. Je pense qu'un des grands moments de l'histoire universelle, c'est ce moment athénien autour du siècle de Périclès, c'est-à-dire en gros le 5e siècle avant Jésus-Christ, où on a vu apparaître la philosophie avec Platon, Socrate, Platon, Aristote, le théâtre, Échille, Sophocle, Euripide, Aristophane, l'histoire, Hérodote, Thucydide, dans tant de domaines, et la démocratie. Et tout cela en l'espace
d'une ou deux vies humaines. Et c'est véritablement un moment miraculeux dans l'histoire universelle. Et donc, pour tout vous dire, j'avais un projet de livre qui n'est pas complètement terminé, qui parle beaucoup de la Grèce antique. Et j'avais l'intention de dédier ce livre-là à Jacqueline de Romilly. Comme elle est décédée pendant que je préparais ce livre-ci, donc je lui ai dédié ce livre, mais je n'exclus pas de lui dédier l'autre également. Elle aurait certainement beaucoup aimé cette phrase que vous avez tout à l'heure dite à vos filleuls de Sigis. Quelqu'un qui a renoncé à lire a renoncé à changer le monde. Vous en êtes persuadé? Oui, j'en suis persuadé. Je pense que si on veut véritablement tenir des leviers dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de lire et de lire des livres. Je pense que le livre, on ne pourra pas s'en passer. Ce n'est pas en lisant des séries d'articles, ce n'est pas en zappant comme on le fait aujourd'hui d'une chose à l'autre. On a besoin de se plonger dans l'espace d'un livre, dans les quelques centaines de pages qui constituent un livre. Et je pense que rien n'est aussi formateur pour l'esprit, et rien ne permet d'appréhender le monde comme un livre. Alors plongez-vous dans Les Désorientés. Il y a des romans qui résonnent longtemps en soi, après qu'on les ait lus. Celui-là en est un, et on n'a pas parlé du titre, parce que je trouve le titre extraordinaire. Les Désorientés, c'est à la fois perdre le Nord et là perdre l'Orient. J'imagine que ce n'est pas un titre d'éditeur, mais le vôtre. Non, c'est le titre que j'avais depuis le début, depuis que j'ai commencé à écrire ce roman. C'était mon titre provisoire et c'est resté jusqu'au bout. C'est un mot que j'aime beaucoup. C'est un des beaux mots de la langue française parce qu'il veut dire égaré et il y a en même temps cette référence à l'Orient. Et alors que, comme vous l'avez dit, quand on perd la boussole, on perd le nord. Mais là, c'est un roman boussole. Mais je pense qu'il y a cette idée de besoin de se tourner vers l'Orient, qui vient probablement à l'origine de l'habitude qu'on avait de se tourner vers Jérusalem pour la prière. Et donc, à côté du nord qui dépend de la boussole, il y a l'Orient qui guide d'une autre manière. Et je pense que dans ce cas précis, tous ces personnages ont, d'une certaine manière, perdu leur Orient. Et c'est ainsi qu'ils sont désorientés, mais nous sommes tous aujourd'hui... C'est ce que j'allais vous demander. Nous sommes tous un peu désorientés. Je pense que nous sommes dans un monde qui... Vous parlez de décadence délectable pour notre monde. C'est vrai que les périodes de décadence sont des périodes où la vie n'est pas désagréable. C'est tout de même des périodes de décadence. Et donc, les premières générations de la décadence profitent de ce qu'il y a encore, et puis plus tard, ça devient plus difficile. Et une de mes angoisses, c'est que les générations qui viennent après nous n'aient pas la qualité de vie que nous avons aujourd'hui. Je pense que c'est une de mes craintes. Ce n'était pas le cas avant. Je pense que jusqu'à présent, chaque génération se portait mieux que les générations précédentes. Aujourd'hui, pour diverses raisons qui seraient trop longues d'expliquer aujourd'hui, il y a des risques de voir les générations à venir dans une situation plus difficile que la nôtre. Je vous poserai évidemment bien toute une série de questions sur l'actualité, mais l'heure tourne et il fait froid. Et surtout,
Et surtout, il faut que je laisse votre public aller vous retrouver en séance de dédicace. Est-ce que vous vous sentez un écrivain engagé et quel est le message que vous voulez délivrer avec Les Désorientés? Je suis engagé et je ne le suis pas. C'est-à-dire, je n'aime pas beaucoup m'engager de manière ponctuelle. En revanche, je suis engagé sur un certain nombre de principes. J'ai une certaine vision du monde qui ne se porte pas bien, et j'ai souvent envie de hurler, même si je hurle à voix basse, parce que c'est un peu mon tempérament. Avec les mots. Mais je hurle quand même. Je suis engagé pour une certaine idée de la culture aussi. Je pense que la culture... qui peut réunir les hommes. Oui, je pense que la culture est trop souvent, ces temps-ci, considérée comme un luxe que l'on peut se payer dans les périodes fastes et dont on peut se passer dans les périodes difficiles. Et pour moi, c'est l'inverse. Je pense que c'est dans les périodes les plus difficiles que l'on a vraiment besoin de la culture, parce que c'est la culture qui nous indique la voie à suivre, et c'est de cela que nous avons besoin. Nous avons besoin de savoir où aller, nous avons besoin de savoir comment utiliser ces instruments de la modernité que nous avons entre les mains et dont nous n'avons pas vraiment le mode d'emploi. Et je pense que c'est la culture qui peut nous donner le mode d'emploi. Vous savez que c'est pendant le Salon du Livre que les académiciens Goncourt ont décidé d'aller à Beyrouth, au Salon du Livre de Beyrouth, pour annoncer fin octobre la dernière sélection du prix Goncourt. Des initiatives comme celle-ci, et pour la francophonie, et pour la culture. C'est une très belle initiative, effectivement, absolument. Alors, je ne vais pas finir sur l'Académie Goncourt, pas devant un académicien français, mais par contre... Ils sont tous des amis, d'ailleurs. Oui, j'en suis sûre. Par contre, avant de vous laisser aller dédicacer, je vais vous soumettre, comme à chacun de mes invités, au questionnaire de Bernard Pivot, et en vous remerciant toutes et toutes de votre présence, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et vous dire que notre prochaine rencontre aura lieu le 29 janvier, salle Poirel, pas à l'Opéra, salle Poirel. Et c'est assez amusant, c'est Jean-Christophe Ruffin qui vous a reçu à l'Académie française. C'est Jean-Christophe Ruffin qui vous succédera à Nancy. Donc, Amine Malouf, votre mot préféré? Peut-être. Le mot que vous détestez? Réal politique. Le son, le bruit que vous aimez? La serrure quand j'attends quelqu'un. Le son, le bruit que vous détestez? Le son d'une télé quand elle est simplement un fond et qu'on parle d'autre chose et qu'il y a une télé qui est là, qui débite des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et malheureusement, très souvent, on a ça dans des cafés notamment. Alors, je sais que vous n'avez pas appris l'argot en français, mais ça peut être aussi en arabe. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Je prononce très peu de jurons, mais il y en a un que j'aime beaucoup, simplement pour des raisons esthétiques. Il vient de Brassens, je crois. C'est corne gidouille. Je trouve ça superbe. Et la dernière question, et je vous libère en vous remerciant vraiment, Amine Malouf, de votre venue ici aujourd'hui. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? Bernard Pivot m'a posé cette question à Beyrouth il y a 19 ans. Ah, ben vous voyez. Et je lui ai répondu, je vais répondre de la même manière. Je voudrais qu'il me dise: je suis innocent des crimes qu'on commet en mon nom. Magnifique fin. Merci beaucoup. Merci Amine, vraiment.